Alors, bonjour à tous, bonjour Tatiana, bonjour Maud, merci d'être avec nous. Bonjour Bonjour David, bonjour David, Maud. bonjour Tatiana. Alors aujourd'hui, on va dire, première émission d'une série qu'on va espérer longue et régulière. Euh, on va essayer de renouveler l'opération le plus souvent possible, peut-être également en invitant d'autres personnes. Donc l'idée de ces émissions, effectivement, c'est d'échanger de manière totalement dynamique, naturelle, sur comment on vit notre chemin aujourd'hui, notre chemin qu'on va appeler de personocratia, notre chemin de conscience souveraine. Et justement, pour rentrer directement dans le sujet et puis aussi faire un petit peu connaissance, j'ai envie de vous écouter et vous entendre un petit peu sur le sujet. Par exemple, déjà, Tatiana, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques minutes sur toi et puis surtout, bien sûr, sur ce chemin de personocratia, comment ça a changé ta vie, comment tu le vis? Ah. Bon, mais Personocratia est rentré vraiment dans ma vie. Alors, pour dire la conscience a rentré dans ma vie après que ma vie normale, ma vie parfaite, s'est complètement déroumbée. Je vais parler des fois en espagnol, je vais parler des fois en anglais. Comment dire? Ma vie s'est complètement Effondré. effondrée, merci. Effondrée. Alors, c'est là que, une fois que ma vie s'est effondrée, Personocratia a rentré. Et alors, c'est durant les moments les plus difficiles que je pense que l'humanité est prête à accepter, est prête à changer ses pensées, à changer tout. Tant et autant qu'il n'y a pas de problème, on ne veut pas changer. L'ego ne nous permet pas. Alors, pour moi, le moment où ma vie s'est effondrée, Personocratia était là et pour me soutenir, pour m'aider à continuer. Alors, je suis devenue consciente. J'ai fait cette connexion euh, très peu. Vraiment, c'est la connexion mentale qui rentre en premier lieu et comprendre qu'est-ce que c'est d'être personocratia, qu'est-ce que c'est d'être souveraine. C'est tout un cheminement, mais je peux dire que j'ai vraiment commencé, et ça fait une dizaine d'années maintenant, j'ai connu Personocratia avant ça, mais pour moi, j'ai vraiment commencé ce cheminement en conscience il y a à peu près 10 ans maintenant. Je ne sais pas si tu veux que je réponde plus On va spécifiquement ou continuer après, c'est assez. après tout à l'heure. Ouais. Et Oui. justement, Maud, si tu veux nous dire aussi quelques mots sur toi et puis sur ce chemin où tu en es aujourd'hui. Personocratia est arrivé au moment où je me suis rendu compte de toute l'illusion de ce monde. Je me disais, mais il se passe des choses affreuses, mais comment ça se fait? Je ne comprends pas. J'avais besoin de faire le lien avec, de comprendre. Et, euh, et ça m'a donné enfin la réponse de qui je suis, dans quel monde je vis. Ça m'a autorisé à être moi, enfin. Donc là, c'est le ménage maintenant. Ça me permet de découvrir ce que c'est la vraie joie d'être, plutôt que d'être complètement fâché avec moi. C'est une réconciliation d'abord avec moi. Ok, merci beaucoup. Moi, j'en ai parlé aussi, je me pose aussi la question pour moi-même, hein. J'en ai parlé aussi dans mes diverses vidéos, mais c'est vrai qu'effectivement, je rejoins un petit peu ce que vous dites tous les deux. Il y a un moment, il y a quelque chose, c'est trop de souffrance, trop d'absurdité, trop de conflits à l'intérieur, à force d'aller justement dans le chemin de l'ego dans lequel je me suis perdu. Et puis ce besoin, je dirais ce besoin, cette chose qui pousse à l'intérieur, qui pousse à prendre la parole,
on va dire, l'amour que je peux avoir pour moi. Alors, je peux appeler ça mon âme, je peux appeler ça la conscience comme je veux. Et à un moment, effectivement, ben, c'est un choix qui s'impose de dire stop et puis de changer justement complètement de direction. Alors, je continue. Alors après, on peut échanger un peu comme on veut. Et puis, si vous sentez de prendre la parole, n'hésitez pas. Tatiana, justement, tu disais, tu commençais à parler de ce chemin de conscience souveraine. Euh, Est-ce que tu as un exemple de quelque chose dans ta vie que tu as changé ou au contraire une difficulté ou quelque chose que tu as envie de partager qui est très vivant en ce moment pour toi? Oui, alors je veux répondre parce que je sens, aujourd'hui, avant de commencer, j'ai reçu un email de Mado. Alors, Mado, c'est vraiment une personne qui m'a donné cette compréhension. Elle est un professeur, un très bon professeur naturel. Et Guy, bien sûr, elle enseigne très bien aussi, mais Mado a un moyen d'enseigner, de dire des choses qui me touchent vraiment. Et c'est avec elle que j'ai commencé mon cheminement mental, de compréhension. Parce qu'avant ça, j'ai rencontré Persona Kratia, les livres de Guy. J'ai rencontré les livres de Guy il y a probablement 18 ans ou plus. Mais comme j'ai mentionné dans des discussions avec toi, lire les livres et on pense qu'on comprend ce qu'on lit et on pense qu'on intègre ce qu'on a lu. Parce que dans le moment quand on lit, ça nous parle, ça résonne et ça rentre dans notre corps, dans le moment. Mais ce que j'ai compris, que ça ne reste pas. Ça ne reste pas parce que c'est un moment qui vient, on lit quelque chose, on écoute quelque chose, c'est la même chose avec des discussions comme qu'on fait maintenant, et ça rentre et ça passe. Et alors, on n'intègre pas ce qu'on a lu jusqu'à temps qu'on ne le revoit ou réécoute. Tatiana, je t'arrête 2 secondes justement et j'arrive à une question directement parce que c'est intéressant. Oui, oui. Est-ce que ça veut dire pour toi que les lectures, tout ça, c'est bien, mais l'important justement, c'est d'être en contact avec les personnes ou de faire des ateliers, etc. Ou est-ce que ça veut dire aussi peut-être que il y a un moment, on n'est pas prêt parce que ça passe encore par le mental et puis c'est seulement quand on est prêt qu'on décide de l'intégrer. Comment tu vois ça, toi? Oui, je pense que les deux. Premièrement, aujourd'hui, on n'a vraiment pas le choix qu'on avait auparavant de rencontrer les personnes en personne. Mais de parler possiblement directement, même un à un, ou comme on le fait nous. Alors, ce qu'on fait en ce moment, ce partage, je pense que c'est mieux que juste des présentations individuelles. Je sais pas. Comme tu dis, la seconde chose, quand la personne est prête, je pense que ça me parle beaucoup. C'est probablement ce qui s'est passé dans mon cas. J'étais pas prête. J'étais pas prête jusqu'à ce moment-là. Alors, probablement, c'est ça. Et il y a de plus en plus de personnes qui se réveillent, qui deviennent conscients que vraiment, il faut faire quelque chose. Et c'est le temps. On n'a plus de temps d'enseigner. C'est plus l'enseignement. C'est vraiment le temps d'agir. Les choses se passent très vite et c'est le temps de rentrer en action. Et chaque action individuelle est individuelle, bien sûr. Alors, oui, pour répondre à ta question directement, je pense que c'est quand la personne est vraiment prête qu'elle peut commencer à intégrer les choses plus effectivement. Alors justement, Mathias, je me tourne maintenant vers Maud. Tatiana parle d'action. Je suis sûr que c'est un sujet qui te parle. Justement, c'est ça qui est intéressant dans Personocratia, c'est que
Il y a la conscience, c'est une chose, mais il y a surtout de changer notre manière de vivre tous les jours. Est-ce que tu as envie de dire un petit mot là-dessus? Oui, ça a tout révolutionné sur l'aspect relationnel, familial, affectif, le rapport aux autorités. Dans le quotidien, c'est une bascule progressive d'autorité, en fait. Qui commande? Est-ce que c'est le papa État? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est la famille? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce que c'est mes enfants? Est-ce que c'est mes animaux? Qui commande? Et ça se voit dans chaque chose du quotidien. Où est la véritable autorité? Qui c'est qui guide mes pas, mes actions? Et moi, j'ai envie de dire, c'est une bascule complète. Et concrètement, c'est tellement large. Il y a eu le positionnement. Ce qui m'a fait du bien, c'est le livret éducation. Alors ça, Moumout, la classe, j'ai adoré. C'est mon préféré. Ça m'a franchement réconcilié avec moi parce que je gardais le complexe d'être inadapté au système scolaire. J'ai fait un bac plus de on ne sait pas comment. Et j'ai surtout fait beaucoup, beaucoup d'absentéisme, énormément. Et oui, le moins possible. J'y allais des fois devant le lycée, on trouvait des potes, puis on repartait. Et ça m'a vraiment aidé à me réconcilier avec moi. C'est l'éducation, parce que voilà, ça enlevait des complexes. Et en fait, finalement, je suis quelqu'un qui aime apprendre, qui aime expérimenter, qui accueille vraiment son côté autodidacte, qui crée, voilà, ce côté créatif qui est pour moi les attributs de l'âme. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Ça peut être ne fût-ce qu'une petite recette de cuisine, comment agencer son intérieur, une aspiration, même comment gérer son ordinateur. L'aspiration, elle est tout le temps. Et ça, c'est vraiment goûteux. Alors, David, qu'est-ce que Personocratia a changé pour toi dans ta vie concrètement au quotidien? Comme a dit un peu Tatiana au départ, Personocratia, ça change tout puisque, comme je disais aussi, c'est un changement de direction. Maintenant, dans mon quotidien, ça se concrétise, je pense, par les priorités qui ont changé. C'est-à-dire que chaque fois que je sens que c'est mon ego qui reprend un petit peu la priorité, par exemple, mes besoins, mes peurs, ce que je veux absolument, ou je veux ceci, ou je veux cela, ou j'ai besoin d'acheter quelque chose, ou je sens que pour ne pas penser à une peur, eh bien, j'ai besoin de combler par un autre moyen. C'est là que ce qui va se passer, c'est que peut-être qu'avant, je m'en serais peut-être pas rendu compte, ou j'aurais sauté directement sur le piège qui m'était tendu un peu par mon ego, alors qu'aujourd'hui, je vais sentir un truc à l'intérieur, je vais sentir cette peur, alors pas tout le temps évidemment, mais de plus en plus souvent. Je vais être à l'écoute et puis voir, tiens, il y a un truc qui réagit. Ça peut être aussi juste une personne qui me parle, ça peut être un coup de fil que je reçois, quelqu'un que je croise avec un masque dans la rue. Voilà, la différence, c'est qu'il y a déjà une certaine distance, le temps, on va dire, du ressenti, d'écouter ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui ne veut pas dire que je vais forcément suivre ça, peut-être que l'ego va quand même reprendre le dessus, mais il y a une prise de conscience, c'est un petit peu comme si je me voyais moi-même, en fait, je me vois dans, je vais dire, la matrice. Donc je me vois en train d'agir, un petit peu en train d'être dans cette comédie, et puis ça me permet en général de dire stop, de dire tiens, de me poser, de dire ok, qu'est-ce qui se passe, ou si je ne peux pas le faire sur le moment, ou bien si j'ai quand même réagi, de me poser après. Mais voilà, c'est un travail quotidien qui ne s'arrête jamais. Il y a des moments plus calmes et puis il y a des moments, bien sûr, plus difficiles. Ce que je peux ajouter à ce que tu as dit, parce que ça m'est venu, en effet, pour répondre à cette question, ce que je remarque, c'est que maintenant, je suis consciente, quand je suis possédée par mon ego, je suis très consciente de ce qui se passe. Je comprends qu'est-ce qui se passe. Mon corps réagit d'une façon très, très agressive. C'est cette, la peur ou ce qui se passe, c'est vraiment, je le sens à l'intérieur de moi. Alors, je suis très consciente que l'ego a pris complètement contrôle de moi. Mais dans le moment, je ne peux pas l'arrêter.
je ne suis pas encore possible, après toutes ces années de compréhension de qui je suis et qu'est-ce qui se passe dans mon corps, je ne suis pas encore capable d'arrêter dans le moment ce qui se passe. Mais je suis une observatrice en même temps. Et c'est ça qui est très, très intéressant pour moi, d'être cette observatrice et de jouer le rôle en même temps. Les deux sont là. Et après que le moment est fini, mais là, je me calme et je peux regarder qu'est-ce qui s'est passé et je peux dire, OK, j'essaie la prochaine fois de faire mieux. Oui, voilà, par exemple, bah, tu vois, j'ai un exemple qui me vient pendant que tu parlais. Dimanche dernier, c'était les journées du patrimoine. Je suis allé me promener dans une petite ville à côté de chez moi. Et puis, tout d'un coup, il a commencé à pleuvoir. Et je sais pas, je me suis senti mal dans mon corps. Cette pluie, il fallait que ça s'arrête, quoi. Donc, j'ai décidé d'aller m'abriter dans un endroit où il y avait une exposition. Et on arrive à l'entrée, évidemment, il fallait mettre le masque. Donc, j'ai sorti un peu timidement mon masque. Et puis là, il y avait le mec de la sécurité qui a voulu me forcer en fait à mettre du produit sur mes mains, à me laver les mains. Donc j'ai dit non merci plusieurs fois gentiment. Et puis à un moment, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que c'est quand l'ego reprend le dessus, ça y est, ça devient tout est en accéléré. Euh, je sais que je lui ai dit c'est pas interdit de rentrer sans se laver les mains. Puis il m'a dit c'est pas interdit d'être chiant ou un truc comme ça. Et en rentrant, j'avais pas mon masque sur le nez, puisque en plus, je le mets jamais sur le nez. Et la dame à l'entrée m'a dit, Monsieur, le masque sur votre nez. Alors là, c'était trop, j'ai jeté le masque et je suis parti. Tu vois. Et après, je me suis dit, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, etc. Mais en fait, comme j'étais pas du tout préparé au truc, et en fait, avec le recul, là, ce qui s'est passé, c'est que c'est mon corps, ça a commencé par mon corps physique, c'est-à-dire qu'il pleuvait, tu sais, c'est un petit peu comme j'ai faim, je dois manger, il pleuvait, il faut que je me protège, et puis là, ben, quelque part, j'ai perdu le contrôle. Alors voilà, c'est drôle, enfin déjà l'important c'est de le prendre d'une manière drôle, parce que je peux m'en vouloir de dire, bah, quand même, j'ai pas été dans l'amour, j'ai pas souri, etc. Maintenant, je ris, ça me fait rire, bien sûr. Et puis, effectivement, comme tu disais, ben, la prochaine fois, je le ferai peut-être différemment. En tout cas, j'essaierai d'écouter un petit peu avant. Mais bon, je pense que ça devrait aussi arriver parce que c'est important pour qu'on voit où on en est sur certaines choses, sur certains sujets. Et oui, ça rejoint la notion de contrôle. Je ne peux pas contrôler la pluie, mais eux veulent me contrôler. Ils décident à ma place. Mhm. C'est quoi tout ce monde qui décide à ma place? Oui, c'est ça. C'est que, en fait, bah, exactement, c'est que souvent, quand je me mets en colère, c'est qu'il y avait déjà un truc en colère à l'intérieur. Puis c'était le petit plus qui est venu en rajouter, mais il y avait déjà quelque chose qui était déstabilisé à l'intérieur. Mais en tout cas, pour moi, le chemin, c'est pas d'être toujours parfaitement en harmonie. Et puis dire comme ça, je suis jamais déstabilisé, parce que oui, on voit que plus je suis centré, forcément, plus je suis en vibration. Mais l'expérience, c'est de voir encore qu'il y a ces choses-là à l'intérieur de moi. Et bon, après, de parler à mon corps et puis aussi de faire que tout ça, ça prenne de moins en moins d'ampleur. Il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas d'avancée, puisque si on est déstabilisé, ça va permettre de voir un frein, une peur, une mémoire, une limite. Et c'est là-dedans qu'on va avancer. Donc, c'est le jeu. Moi, pour moi, c'est vraiment un jeu de centrage et de décentrage. Et à chaque fois qu'il y a un retour à soi après le décentrage, c'est mieux. Exactement ce que je voulais dire quand j'ai abordé le sujet que quand je lis, je n'intègre pas vraiment beaucoup et je ne me rends pas compte que j'intègre pas. Mais aujourd'hui, après tout ce que j'ai vécu, je suis plus dans le moment. Dans le moment, je suis plus centrée et je comprends que c'est l'expérience, comme tu dis, Maud. C'est l'expérience. Si on n'a pas l'expérience, avec les expériences, c'est ça qui nous donne la possibilité d'avancer. Parce que si on n'a pas d'expérience, on pense qu'on comprend. On pense qu'il n'y a pas de problème. Mais en effet, c'est juste caché. C'est parce qu'on n'a pas la possibilité d'observer où on en est. Alors, les expériences de chaque jour, et en ce moment, on a des possibilités de vivre des expériences à longue distance ou avec ce masque, avec toutes ces choses qui se passent. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on vit de jour en jour. Et on avance, et
Et c'est ça l'important d'avancer et de savoir que tant et autant que je fais le mieux que je peux dans ce moment présent, mais c'est bien, c'est parfait. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Alors justement, je pose une question ouverte pour nous trois, d'ailleurs, chacun y répondra comme il a envie. Euh, cette définition de la souveraineté, comment est-ce que je définis vraiment ce que c'est la souveraineté pour moi? Donc, comment ça me parle? Comment je pourrais l'expliquer aussi aux autres? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi être souverain en termes vraiment concrets? Est-ce que par exemple, comme pour certains le disent ou le font aussi, c'est d'être complètement, par exemple, en dehors du système, ne plus du tout dépendre du système, ne plus justement dépendre de qui que ce soit, puisque par exemple, Maud disait qui est-ce qui commande, ben voilà, il n'y a plus rien à l'extérieur. Est-ce que c'est ça la souveraineté et qu'est-ce que c'est pour vous? C'est ouvert, hein? C'est vraiment une question difficile, mais je veux essayer de la répondre et ensuite, j'imagine que je vais ajouter d'autres choses quand vous allez parler. Bon, pour moi, la souveraineté, c'est ça qui m'a réveillée. Mon grand réveil était dans le moment où j'ai compris que je suis esclave. J'étais esclave. Et pour moi, ce réveil était si fort que fallait que je fasse quelque chose. Et alors, mon cheminement a commencé. La souveraineté, pour moi, pour que quelqu'un, et surtout maintenant, pour que quelqu'un ait le droit de me dire, mets ton masque, comment je peux avoir une personne, n'importe quelle personne, c'est si évident pour moi que nous sommes tous égales. Alors, comment, si on est tous égales, il y a une personne qui peut me dire quoi faire? Et surtout quand ce que j'ai à faire va contre ma voix intérieure. Et tout ça, c'est d'être conscient qu'il n'y a pas de force qui peut me contrôler. C'est clair pour moi. C'était clair du moment où j'ai compris que je suis esclave. Parce que j'étais esclave en étant inconsciente. J'étais inconsciente, alors j'agissais en inconscience et c'était tout bien, c'était parfait. Mais une fois que je me réveille au fait que je suis esclave, je ne peux plus agir et être ça parce que je sais que je suis tout ce qui est, tout ce qui est. Comment je peux être esclave? Alors, la souveraineté, c'est vraiment difficile, mais je veux ajouter des choses une fois que vous parlez. Alors, s'il vous plaît. Ouais, juste un mot sur ce que tu dis, ça me fait penser, c'est important, c'est quand tu dis c'est plus possible, ben c'est vrai, c'est un peu ça, c'est cette idée, enfin, on se rend compte finalement que toutes ces autorités extérieures qu'on pense qui ont du pouvoir sur nous, c'est purement la prison mentale qu'on s'est créée à l'intérieur de nous, mais en fait ce pouvoir, il n'a jamais existé, il existe parce que c'est nous qui le donnons, qui l'autorisons, quoi. C'est ça qui est fou, c'est qu'on se rend vraiment esclave nous-mêmes. Exact. Et on n'est pas conscient de ça parce qu'on vit la vie normale. Oui, On c'est vit ça. la vie normale pendant toutes ces années-là, tant et autant qu'il n'y a pas d'événement dans notre vie, un événement drastique. Et je retourne à on. mais on parce que je pense que ça, c'est approprié d'utiliser le on. Tout le monde vit la vie sans la conscience jusqu'au moment où tu te rends conscient pour une raison ou une autre. Et une fois que tu es conscient, mais là, tout change. Alors, tout change. Maud, si tu... Pour moi, la souveraineté, vraiment dans mon vécu, c'est retrouver mon intégrité psychologique, émotionnelle et physique. Parce que je me suis rendu compte que je n'étais qu'un produit d'une famille, d'une société, de formatage, voilà, vraiment que des programmes, et que j'ai expérimenté, hein, je ne suis absolument pas victime, d'être utilisée pour après me retrouver.
Et pour moi, la souveraineté telle que je la ressens dans mon expérience, et pas forcément dans le concept théorique, c'est retrouver ma santé, déjà physique, hein, retrouver mon corps, autorité sur mon corps, que ce ne soit plus les peurs qui commandent mon corps, que ce ne soit pas mes émotions, les mémoires, les plans subtils, invisibles, et que ce soit vraiment moi qui décide dans mon âme et conscience, qui puisse être dans cette liberté d'action et de choix à chaque instant, que je ne me divise pas, que je ne me sépare pas, être vraiment, c'est l'état de présence, puisque j'ai eu des traumas avec des amnésies, et donc du coup, c'est important d'être là, vraiment là. Et la souveraineté, elle est d'abord sur mes corps. Est-ce que je peux te demander, Maud, si toi, c'était-tu un moment drastique, comme pour moi, c'était vraiment un moment drastique où ma vie a changé, ou est-ce que c'était vraiment quelque chose qui s'est passé de peu à peu dans ta vie? Cette conscience. Oui, oui, ta question, elle est super, parce qu'en fait, c'est le retour des mémoires. C'est la sortie des amnésies. Et effectivement, là, c'est waouh, c'est énorme. Parce que voilà, après, je ne sais pas s'il est opportun d'en dire plus ou pas, je ne sais pas. Mais voilà, sur des mémoires traumatiques incestuelles. Après, incestuelles. Oui, incestuelles. Je dis okay. Utilisation, là, voilà, le corps de l'enfant et l'énergie de l'enfant qui est utilisée par des personnes qui veulent avoir du pouvoir. Hein. Et après, plus tard, en tant qu'adulte, utilisation de mon corps et de mes énergies chez un thérapeute, quelqu'un qui est encore à l'ordre des kinés aujourd'hui et qui fait de la médecine chinoise dans une petite ville proche de chez moi. C'était un de mes voisins. Et donc, il s'est vraiment servi de moi. Et ça, je m'en suis rendu compte des années après. Et quand j'ai lu récemment le livre de Cathy O'Brien qui s'appelle Trans. Oui, j'ai lu ça il y a longtemps. Voilà, ça m'a permis de faire remonter encore des détails au niveau des souvenirs et de comment j'ai été en mind control à une certaine mesure, hein. Rien à voir avec Cathy, mais quand même avec ce qui m'est revenu en mémoire, c'est les mots de programmation et comment j'ai été utilisée, ceci, cela, à quel escient. Et ça, c'est pour moi, retrouver mon corps, retrouver ma santé, sortir des peurs. Pour moi, c'est ma plus belle victoire. C'est, si j'ose dire, le mot revanche, parce que voilà, j'ai vécu revanche, ça. Mais dans un beau sens, pas vengeance dans le sens négatif. Dans le sens que la vie et la vérité est plus forte que tout. Oui. Et c'est une démonstration d'Yesik, si j'ose dire. Donc, je suis autonome sur ma santé. Et ça, je suis autonome aussi sur mes prises de conscience, ce qui n'empêche que j'observe tout ce qui va me donner des informations extérieures, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe, voilà, toutes les interactions sont vraiment une source d'évolution permanente, mais j'arrive à m'auto-réguler, à m'auto-écouter ouais. Et de ce fait, plus je retrouve cette autorité que finalement, je n'avais jamais vraiment eu sur moi, sur ma vie. J'étais ballottée dans beaucoup d'émotions. Et l'idée, vous parliez du masque pour rebondir, c'est tellement précieux de retrouver son intégrité corporelle, voilà, et sa santé, etc. Et que quelqu'un puisse de nouveau me dire, fais quelque chose, je t'impose quelque chose sur ton corps, en l'occurrence le masque, pour l'instant, c'est niet, c'est non. J'ai trop besoin d'être proche de moi dans mon intégrité énergétique. Par contre,
j'en ai quand même un au crochet dans mon sac. Si un jour, comme disait David, ça m'avait beaucoup plu par amour pour moi, parce que j'en ai vraiment besoin, je dois porter le masque, vraiment par amour pour moi, pour me respecter, je déciderai de prendre soin de moi et de mettre un masque parce que j'ai un besoin à ce moment-là. Mais ça sera moi qui décidera. Je vous remercie, Maud, pour ce témoignage aussi un petit peu plus Oui. détaillé, mais c'est vrai que c'est important qu'on puisse sentir ces choses-là. Et moi, je ressens bien quand tu parles de retrouver l'intégrité de tes corps, je vois bien ce que ça veut dire. Moi, j'ai vécu les choses un petit peu différemment, mais c'est vrai que je pense que ce qui est commun dans notre partage, là, c'est qu'on a eu besoin de ces expériences pour nous renforcer, pour justement décider que stop, ça suffit, maintenant c'est moi qui contrôle ma vie. Alors, justement, on va en parler peut-être après ou dans une autre émission, qu'est-ce que ça veut dire moi. Mais en tout cas, c'est d'avoir ce sentiment que la force est à l'intérieur et que que je prends mes propres décisions. Et bah, particulièrement, vu le système, ce qui nous prépare en ce moment, c'est important, je pense, c'est important de se renforcer. Oui, est-ce que je voulais ajouter aussi, pendant que tu parlais, ça me faisait aussi penser à mon propre témoignage sur cette question de souveraineté. C'est vrai que pour moi, en fait, ce qui a été le plus important quand j'ai pris ce chemin, c'est de retrouver ce contact avec mon âme. Je pense que quand j'étais plus petit, je passais beaucoup de temps à l'église parce que j'étais dans une éducation religieuse. Et même si évidemment c'était l'autorité extérieure avec tout ce qu'on nous faisait croire, il y avait quand même quelque chose qui me parlait, de fermer mes yeux, d'aller voir à l'intérieur de moi. Ce truc ce Dieu, hein, c'était surtout la force créatrice, celui qui a tout le pouvoir, hein, qui sentait qu'il était là. J'avais pas trop envie effectivement des intermédiaires, mais la religion m'a quand même donné cette sensibilité. Et bah, après, évidemment, je me suis perdu un petit peu, comme je disais tout à l'heure. Mais quand j'ai commencé à retrouver ça à l'intérieur de moi, ou encore maintenant, des fois ça m'arrive, ça me met les larmes aux yeux de sentir cette chaleur à l'intérieur qui est quelque part protectrice et bienveillante, hein, mais pas dans le sens justement de la victime qui a besoin de la protection extérieure, ce qui a pu être mon cas à travers ma mère ou des autorités extérieures que je me suis créé, mais vraiment de dire ah ben, tiens, cette chaleur bienveillante et qui me protège, ben, elle est là à l'intérieur de moi. Donc j'ai plus besoin d'avoir peur. Est-ce que tu sens vraiment une chaleur? Une question spécifique ici. Tu sens vraiment une chaleur? Oui, alors c'est pas toujours, attention, quand je dis chaleur, je ne parle pas du corps énergétique où il peut y avoir des choses qui se passent au niveau des chakras ou autres. J'utilise le mot chaleur parce que c'est le mot qui me vient effectivement, mais c'est pas chaud. Ça ne me fait pas de la chaleur dans mon corps. C'est que je vois ça comme quelque chose de chaud, quelque chose qui m'enrobe, ouais, qui me protège, qui me sécurise, en gros, qui me dit voilà, c'est qui je suis, quoi. J'ai pas besoin de m'inquiéter, j'ai pas besoin d'avoir des béquilles autour de moi pour m'aider. Quand j'ai des problèmes ou si je suis malade ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a tout à l'intérieur. C'est ce genre de petit message, mais tu vois, c'est marrant, j'ai utilisé le mot chaud aujourd'hui. Oui, c'est ce qui me vient, c'est comme ça que je le dis. Mais... Pourquoi je le demande? C'est parce que moi, j'ai vraiment... je cherche tout ce temps-là cette sensibilité, ce niveau que Maud a naturellement à ce que je ressens quand tu parles, et je sais un peu de ton histoire maintenant. Tu as, Maud, une sensibilité supérieure ou physique, si je peux utiliser ce mot. Moi, j'ai pas ça. Et j'ai pas du tout. Et quand ça vient à ce sujet de spiritualité, pas spiritualité, d'énergie, d'énergie qu'on ressent, où on voit, toi tu vois les formes, où tu vois les couleurs. Moi et Guy, on est dans la même, sur la même page parce que je ne sens pas, je ne vois pas, mais je sais en même temps. Alors, je le sais, mais je ne le vois pas et je ne le sens pas et je cherche instinctivement, je cherche à le sentir. Tatiana, je parlais pas de, on laissera Maud répondre sur sa partie, mais je parlais pas de tout ce qui est énergétique, subtil, etc. Ça, c'est encore autre chose.
Et pour que les gens aussi qui nous écoutent comprennent bien, je parlais vraiment de mon âme, hein, de l'esprit qui est à l'intérieur de moi, dans toutes mes cellules. Euh, et donc, oui, effectivement, certaines fois, je vais le sentir sous forme d'une certitude, hein, de la foi, la force, etc. Et à d'autres moments, ça va être effectivement plus cette sensation d'être, ouais, d'avoir cette chaleur, cette sécurité, si je peux utiliser ce mot, bien que le mot sécurité, ça référence encore la peur, mais oui, ce pouvoir, cet amour illimité à l'intérieur, parce que c'est ça, c'est de l'amour, c'est la vibration originelle, quoi, c'est tout. Mais dans ce que je voulais ajouter sur cette partie, c'est que sous la manière dont je le décris, je l'ai senti pas très souvent, mais très récemment de plus en plus, parce que depuis quelques mois, en fait, les choses sont devenues tellement insupportables. Euh, dans tous les niveaux dans ma vie, évidemment, particulièrement avec ce qui se passe sur la crise sanitaire, et ça a généré chez moi des souffrances tellement difficiles que peut-être le stop à l'intérieur de moi, le cri du cœur, il a été plus fort que d'habitude. Bien décrit, merci. Maud, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Toujours pour parler à cette sensation de chaleur, moi, quand je respire en visualisant le sang de la cellule et j'expire, eh bien, j'ai vraiment chaud, littéralement chaud. Et c'est une perception qui me dit, tu es sur la bonne voie. Ça, voilà. Et chacun, moi j'avais un groupe une fois et j'aurais posé la question, il y avait 7 ou 8 personnes, je leur ai demandé comment percevez-vous l'homme? Et ben, je vous assure que chaque personne avait une réponse différente. Et ça, c'est formidable. Oui. Oui, c'est formidable, et en même temps, on en peut rater d'un autre moment. Justement, ça demande aussi des fois beaucoup de discernement. Mais je pense qu'effectivement, chacun à l'intérieur de nous, on sait quand c'est vraiment la vérité. Tu as dit ce mot tout à l'heure, Maud, ou quand au contraire, c'est encore une partie de nous qui essaye un peu de nous mentir ou de nous emmener sur une autre voie. Alors, des fois, on ne veut pas le croire, donc on dit oui, c'est mon âme, etc. Mais au final, je crois qu'on le sait tous de manière assez claire quand on a décidé effectivement d'écouter la vérité, c'est sûr. Ah bah, pour continuer justement sur la souveraineté, j'ai envie de poser un peu des questions. C'est des questions qui reviennent souvent ou que les gens posent quand j'échange avec eux ou même dans les ateliers. Ou, quelqu'un qui m'a appelé il n'y a pas longtemps aussi qui pensait que les ateliers, c'était quelque chose pour vraiment apprendre à comment sortir du système. La meilleure manière, je sais pas, de sortir du système, d'arrêter de payer mes impôts ou autre chose, hein, d'être indépendant au niveau énergétique ou je sais pas. Et bah, effectivement, déjà pour vous livrer ma propre vision de ça, bah, c'est ce que j'ai répondu aussi à cette personne, c'est-à-dire que euh, pendant les ateliers, en tout cas, c'est pas ça que je mets en avant. Et bien sûr qu'en fonction des personnes qui sont là, c'est des sujets qui sont évoqués. Et bien sûr que d'une manière ou d'une autre, je suis en train de sortir du système puisque bah, déjà ces systèmes s'effondrent et n'ont plus de sens. Et puis en plus, de toute façon, bah, comme je réalise que je ne suis plus un esclave, bien sûr, je vais limiter mon empreinte, je vais utiliser de moins en moins les assurances, les comptes bancaires, etc. Mais ce que je disais à cette personne, c'est bien sûr la manière dont je vais le faire, bah, ça va m'être complètement propre parce que c'est mon chemin personnel, ça dépend de mes priorités, etc. Voilà en tout cas moi comment je me positionne par rapport au système extérieur, avec bien sûr toujours le petit piège, c'est-à-dire que ça peut être aussi des fois aussi mon ego qui me ralentit, hein, qui me dit non, non, mais tu as le temps, etc. Alors qu'en fait, il y a peut-être aussi certaines choses où je pourrais sortir plus rapidement, mais en tout cas, je refuse que ce soit un objectif parce que pour moi, l'objectif, c'est à l'intérieur. C'est ma transformation intérieure et ça, c'est juste bah, la conséquence. Forcément, si je suis plus un esclave, eh bien, je dépends plus des autorités extérieures. Effectivement, ce n'est pas un concours de celui qui va accrocher. Les banques, c'est fait, les assurances, c'est fait, les cartes d'électeurs, etc. C'est fait. C'est pas un concours et c'est pas ça parce que c'est pas ça qui va montrer le centrage de la personne, sa conscience. Et c'est vrai que moi, franchement, et beaucoup, je l'entends pour beaucoup, l'ego essayait de m'emmener un petit peu dans le dire, bah, tu dois faire comme Guy, sortir de ci, sortir de là, fonctionner comme ci, fonctionner comme ça. Alors,
intrinsèquement, oui, ça paraît presque idéal. Mais bon, il faut avoir vécu ce qu'il a vécu aussi pour en arriver là. C'est costaud. Donc, je ne suis pas prête à vivre forcément les mêmes choses. Hein. Et puis, je ne vivrai pas les mêmes choses de toute manière parce que je suis différente. Et si je fais quelque chose pour cocher un tableau, c'est l'ego. Si je fais quelque chose parce que c'est juste et que c'est une évidence à ce moment-là que j'ai dépassé des peurs, ça, c'est l'âme. Oui, je suis, pour toucher à cette question, les personnes en général, les personnes cherchent une réponse concrète, une réponse structurée. Et Guy ne donne pas cette réponse structurée, mais elle parle de ce qu'elle a fait, ce qu'elle a vécu. Et moi, je peux dire que oui, moi, je suis devenue consciente, alors je suis devenue Persona au moment quand moi, j'ai fait ce pas-là. Alors moi, j'ai vécu le pas et les coches, comme tu dis, Maude. J'ai coché ça parce que ça se cochait automatiquement. J'étais forcée. C'était pas que je le cherchais. Je suivais pas Guy. À ce moment-là, je ne suivais pas Guy du tout. Et même une fois que j'ai commencé à la connaître et de faire les ateliers, je ne suivais pas ce qu'elle proposait ou ce qu'elle a vécu elle. C'était devant moi. C'était ce que j'avais à vivre. C'était pas choisi, c'était pas forcé. C'était là. Alors, il y a des choses que j'ai pas faites, comme mon permis de conduire. J'ai toujours utilisé mon permis de conduire jusqu'au jour, et ça s'est passé ici en Colombie, que c'était là. C'était là que je ne peux plus utiliser le permis de conduire parce que je suis maintenant complètement souveraine. Alors, une souveraine n'a pas de permis de conduire. Ça s'est passé naturellement. Et je suis très d'accord avec toi que les personnes cherchent des réponses, mais il n'y a pas de réponse spécifique. C'est vraiment personnel, c'est vraiment non, individuel. J'utilise personnel. Individuel. Notre cheminement est individuel, alors on vit ce qu'on a à vivre et c'est important de, comme tu dis, David, et moi, je réagis probablement trop vite à vivre ce qui est devant moi. Je ne pense pas du tout, mais mon ego, en ce moment-là, n'existe pas. Peut-être c'est mon ego qui, en effet, me pousse pour faire des choses immédiatement. Je suis de type que réagit, alors ça peut être ego. Alors, c'est difficile et c'est pourquoi je m'observe. Après que les choses ont passé, je m'observe et je regarde qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'était mon ego qui a géré ça ou c'était mon âme? Et encore, très souvent, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Merci Tatiana, mais justement pour rester sur ce sujet, parce qu'il y a effectivement des personnes devant ce genre de discours qui vont dire ok c'est bien tout ça, mais quand on voit ce que fait le système aujourd'hui, où est-ce qu'il va, qu'il est en train de nous prendre tout ce qu'on n'a plus aucun droit, que plus rien ne nous appartient, si on trouve pas les moyens de survivre en dehors du système, qu'est-ce qui va se passer quoi? On va finir vacciné, contrôlé à 100%, etc. Donc c'est un peu toujours cette peur de l'avenir hein, qu'on a Oui. qu'on a tous, moi également, c'est des choses qui me viennent par moment. Et qu'est-ce que vous avez envie de répondre justement aux personnes qui disent attention, il faut se sauver absolument entre guillemets tant qu'on peut. C'est un petit peu le survivalisme. On va aller vivre dans un refuge souterrain parce qu'il va y avoir l'apocalypse, etc. Pour moi, il n'y a pas de règle. Il y a une personne qui va être amenée à vivre une chose et une autre chose. Et c'est dans ces expériences le survivalisme, elle va correspondre à certaines personnes qui ont besoin de ça et qui vont peut-être nous apprendre des choses. Et il y a des personnes
qui ne peuvent pas faire autrement. Il n'y a pas de règle pour moi là-dessus, c'est ça. Mais par contre, c'est intéressant de discerner quel est le moteur, la peur ou la conscience. Et si c'est la peur, eh ben, ils ne peuvent pas faire autrement qu'écouter la peur à ce moment-là, comme moi, ça m'arrive aussi souvent. Exactement. C'est là le challenge, le défi, que on a tous à vivre quelque chose d'autre, mais il y a beaucoup de personnes, et la plupart des personnes, qui continuent à rien faire. Et c'est ça. Qu'est-ce que j'ai à faire? Mais si je n'ai pas de réponse à ce que j'ai à faire, je ne fais rien. Je m'assois et je ne fais rien. Est-ce que c'est survivre? Oui. Je suis ici entourée de choses. Je retourne à cette question parce que j'ai pensé beaucoup à ça. J'ai vraiment pas peur pour moi. La peur pour moi n'est pas là parce que je suis entourée de tout ce que j'ai besoin et j'ai vécu en prison avec rien. Et alors la survie est facile. Tatiana, je fais juste une parenthèse parce que tu viens de dire que tu es passé par la prison. Donc, on évoquera dans une autre vidéo. Mais effectivement, juste pour que les personnes qui nous écoutent le sachent, donc en fait, tu habitais au Québec et tu as quitté la citoyenneté canadienne. Oui. Et tu es passé entre-temps par la case prison avant d'arriver en Colombie. Hein, c'est ça en quelques mots. C'est ça en quelques mots, parfait. Merci. Alors, pour revenir, je suis entourée de tout ce que j'ai besoin. Alors, ce n'est pas la peur pour moi, c'est plutôt mon ego très fort, continue à penser, à vouloir comprendre le futur. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que les autres doivent faire? Et c'est ça mon problème, disons, mon défi. C'est pas la peur comme telle, c'est de lâcher prise sur ce besoin de contrôler le futur, que certainement on ne peut pas contrôler parce qu'on n'a aucune idée de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se passer, dans quel temps ça va se passer. Alors, comme dit Maud, comment comment avancer, c'est individuel, il n'y a pas de réponse, mais on cherche une réponse concrète. C'est normal, c'est normal. Tu parlais, David, du survivalisme. Et en fait, j'ai l'impression que dès que l'ego prend le dessus, je suis en mode survie, déjà. Toujours. Et donc, il y a cette alternance entre le mode survie et la vraie conscience et le centrage. En fait, c'est assez intéressant. Exactement. Ouais. Moi, ça me ramène toujours effectivement à la mort, hein, parce que je reprends vos deux témoignages, mais c'est bien ce que je ressens. C'est j'ai peur du futur, je veux contrôler le futur. Ben oui, c'est parce que je veux savoir ce qui va m'arriver. Et puis le survivalisme, c'est moi qui ai lancé la question tout à l'heure, et c'est exactement la même chose. Mais moi, je le vois effectivement aussi dans mes cellules. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, dès qu'il y a une peur, dès qu'il y a une agression de l'extérieur, ben effectivement, il y a le réflexe d'aller se protéger. Et se protéger, c'est déjà être sûr que je vais pouvoir survivre, manger, etc. Donc c'est drôle parce qu'en fait, même nous, on le sait, hein, on sait tout ça, mais on continue par moment à rentrer encore dans ces pièges parce que je pense que c'est tellement programmé à l'intérieur de nous. C'est important d'être un petit peu patient aussi par rapport à ça, sans être, comme tu disais Tatiana, sans être inactif. Hein, c'est-à-dire que le but, c'est pas de rien faire, mais c'est aussi de voir que ça fait des millénaires qu'on est programmé comme ça. Donc, en tout cas, moi, ma technique, si j'ai envie de dire, c'est à la fois je suis déterminé, c'est-à-dire que je me répète la décision tous les jours de qui est-ce qui gouverne ma vie. Et en même temps, quand malgré tout ce travail, il y a des choses qui ressortent encore, bien, c'est aussi des parties de moi que j'écris qui m'appartiennent et j'essaye, je dis bien j'essaye parce que c'est pas toujours facile de les aimer et donc de pas laisser la colère ou autre ou la frustration prendre le dessus en disant c'est le mouton jaune, je ne suis pas assez bien ou je ne suis pas capable d'eux, etc. Enfin, c'est quand même très très drôle cette comédie, quoi. Oui. Parce que tu as sorti avec le mouton jaune, je viens de faire une vidéo sur live sur le mouton jaune qui était
très, très grand en moi. Et je ne le comprenais pas du tout. Je ne sais pas si toi, Maud, tu connais le mouton jaune? Ah j'ai été pendant quelques années médium magnétiseuse un peu à la mode sur mon secteur, à faire des tas de choses, chamanisme, animer des groupes, voilà, la médiumité. Donc, ah oui, j'étais jaune brillant, hein. Oh, OK. Alors, tu connais le mouton jaune. Moi, je ne le connaissais pas du tout jusqu'au moment que j'ai mentionné au tout début que Mado l'a introduit dans le 2 jours que j'ai fait la première fois. Alors, une fois que tu commences, parce que moi, j'étais vraiment, je connaissais rien. Et quand j'ai vu ce mouton jaune devant moi, c'était comme, ouh, intéressant. Alors, Ce qu'on appelle le mouton jaune, hein, c'est donc pour ceux qui n'ont jamais entendu ce mot, cette expression, c'est effectivement simplement c'est quand notre ego spirituel prend le dessus. Or, l'ego spirituel, c'est quoi? C'est la partie de nous qui justement, on est sorti un petit peu de peut-être de nos besoins matériels ou du côté rebelle, etc. Puis alors, on se dit, ah, c'est super parce que maintenant j'ai grandi, j'ai évolué, je peux soigner les autres, par exemple. Donc ça, c'est le côté sauveur. Côté spirituel où je peux voir effectivement des choses dans le monde subtil, où j'ai des capacités que les autres n'ont pas, etc. Donc c'est tout ce qui est lié à ce que je peux vivre dans mon développement personnel et que mon ego va reprendre pour justement me permettre de me détourner à nouveau un petit peu du chemin qui fait faire que je vais me conforter dans ce monde-là. Par exemple, hein, pour faire prendre un raccourci, ça peut être passer mon temps à sauver les autres plutôt que de travailler sur moi. voilà, c'est-à-dire qu'il Très bien y a dit. il y a un Très, personnage très bien. qui se crée, en fait. Et l'impression de tout savoir. Oui, mais moi, alors ce que j'ai entendu le plus souvent, c'est oui, mais moi, j'ai bossé sur moi. Une fois, j'ai expliqué des choses de cette conscience à une amie. Elle m'a pris un peu d'eau, puis elle est plus âgée que moi. Elle me dit, oui, mais tu sais, tu comprends, moi, ça fait 30 ans que je suis là-dedans et tout. D'accord. D'accord. Tout d'un coup, j'étais la petite fille. Et voilà. Donc, c'est vraiment là, l'ego spirituel, il est costaud. Alors, le mouton jaune, je vais quand même vous faire une petite blagouze. Pendant 4 ans, il y a Jésus qui venait en moi lors de soirées et qui parlait à travers moi. Il y a eu Gaïa, il y a eu Marie. Voilà. Alors, le mouton jaune, et puis alors, les gens étaient en cercle, et puis on faisait des pratiques, on disait je suis, je Tu dis suis. la vérité, là? Comment? Tu dis la vérité pendant 4 ans, tu travaillais ça? Tous les vendredis, Ah oui? le premier vendredi de chaque mois, voilà, et il y avait Jésus qui me disait mon œil. Ah, Ah oui, attention, wow! attention, ça fait sérieux, hein. Alors là, l'ego spirituel, mais à la fois, je sais pas, ça me parlait pas à fond et je me laissais pas complètement faire. Et puis quand à la fin, ça me lassait, je m'ennuyais vraiment. Et quand ça s'est arrêté, j'étais très contente parce que je sentais que ça tournait en rond, parce que toutes ces choses ne viennent jamais augmenter notre niveau de conscience. Jamais. Jamais. Et pourquoi, à votre avis, pourquoi on se laisse berner, entre guillemets, pourquoi on participe, on joue ce jeu justement du monde un petit peu, voilà, du mouton jaune, du monde un petit peu spirituel? Pourquoi? Parce que c'est valorisant? Pour moi, ça a une aspiration beaucoup plus profonde. C'est ce que je discute beaucoup avec les clients. Je dis, ça part d'une aspiration profonde de l'humain, de trouver qui il est réellement, de cette aspiration d'amour, d'harmonie. Et pour la plupart des gens, elle est vraiment sincère, elle est puissante. Et il y a des tas de choses qui sont proposées d'un accès très, très facile, avec promesse de monts et merveilles. Et les gens se font piéger. C'est leur expérience à ce moment-là, comme moi, je me suis fait piéger aussi. Et voilà, donc ça exploite vraiment. C'est ce que dit Guy dans le livret Évolution. L'évolution se fait par aspiration. Et dans cette aspiration, s'il n'y a pas un discernement, eh ben, voilà. Et c'est là-dedans que, du coup, c'est la foire à l'empoigne. C'est un business énergétique et financier, ce qui est pratiquement la même chose, mondial, qui est vraiment organisé au niveau mondial. Ah, Oui. ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce que tu soulignes, c'est ça, c'est qu'en fait, on a
cette aspiration, elle est là, parce que la conscience, elle monte, parce que ça pousse, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Et évidemment, comme tu dis, oui, il y a le discernement, mais bon, ça fait partie de nos propres expériences, bien sûr, de nous faire berner par moments. Mais je pense qu'on vit vraiment une époque très, très spéciale en termes justement de la demande. La demande, en tout cas, elle est forte, le besoin de s'émanciper, cette aspiration, de toute façon, elle est là. Euh, on ne peut pas le nier. Et forcément, bah, ça passe des fois par des parcours un petit peu compliqués, mais ça montre qu'il y a quelque chose qui est derrière, quoi. C'est ça. Et c'est ça qui est important de voir en soi, déjà, pour le voir en chacun. Et si on est en relation avec d'autres personnes, de peut-être presque, s'il n'en a pas conscience, de lui montrer, de le mettre, de l'aider à le voir, cette aspiration profonde, parce que c'est ce qui va le ramener à lui, en fait. Si, oui, je suis à 100% d'accord que si on a l'opportunité de partager cette expérience ou cette compréhension, parce que, comme tu expliques, Maude, le monde est pris dans toute cette confusion. C'est si difficile de comprendre. Mais en même temps, si la personne n'est pas prête d'écouter, alors je reviens à ce que David a dit à mes commentaires. Oh non, toi, Maud, si tu n'es pas prête à écouter l'explication, tu ne vas pas l'intégrer, tu ne vas pas l'en rendre, tu ne vas pas le lire et le comprendre. Faut que la personne est prête à écouter cette explication. Quand moi, j'étais là dans le 2 jours et j'ai écouté cette explication très courte que Mado m'offrait dans le moment, c'était comme pouf! Ça rentrait d'une force incroyable parce que je m'ai vue dans tout ça. Dans mon effet, c'était pas tous ces jeux d'énergie, c'était différent, c'était le contrôle que je suis vraiment la sauveuse, la grande sauveuse. Je suis et comprendre ça, le rôle qu'on joue et on le joue, on est inconscient, on pense qu'on fait des bonnes choses, on pense que c'est tout et c'est des bonnes choses. Et expliquer à une personne, j'avais une amie aussi qui aidait une autre amie. Et je lui ai expliqué que quand elle aide cette amie, c'est pour, en effet, nourrir son ego à elle. Elle est la sauveuse. Elle est la bonne personne qui aide à sa pauvre petite amie qui a besoin de son aide. Elle était si fâchée contre moi qu'on ne pouvait même plus parler. Parce que comment je peux dire d'aider une personne, c'est quelque chose de mal, en guillemets mal. Alors, Je ne comprenais pas du tout. Les plans inconscients, quoi, les jeux inconscients. Oui, oui. Tatiana, merci parce que tu m'amènes exactement sur. J'avais envie de poser une question pour un petit peu terminer justement cette première émission. Et ça m'amène directement à ça, puisque le sujet aujourd'hui, on a beaucoup tourné bien sûr autour de la souveraineté. Et toi, dans ce dont tu es en train de parler, il y a cette notion de jugement. D'ailleurs, tu as utilisé aussi le mot mal, et c'est intéressant aussi qu'il soit sorti par rapport à ça. Est-ce que être souverain, ça veut dire justement arrêter de juger les autres? Est-ce que ça n'a rien à voir? Puis, est-ce qu'on a envie de parler un petit peu de ça maintenant, peut-être justement de ce chemin intérieur et puis du jugement? Parce que finalement, si je suis quelqu'un de centré, en harmonie avec moi-même, connecté à moi-même, je ne vais plus juger les autres alors. Oui, c'est un sujet très difficile et j'utilise ce mot-là en petite discussion que j'ai avec mon conjoint. C'est la seule personne avec laquelle je peux partager vraiment parce que je ne parle pas aux personnes. Je suis vraiment isolée dans ma petite vie ici sur cette ferme. Alors, quand je décris n'importe quoi, quand je dis n'importe quoi, c'est toujours en effet un jugement. Mais j'amène le mot observation. Parce que jugement, c'est une énergie, mais il faut vraiment observer et discuter ou en parler de la situation. Et ça paraît jugement parce qu'on est dans ce programme. Tant qu'on parle négativement d'une situation, c'est automatiquement jugement, non?
Mais il faut en parler. Attends, Alors, comment en parler, comment en discuter sans faire de jugement? Je pense que c'est une impossibilité parce que tu peux toujours mettre ce mot-là, que je n'en parle de cette situation et puisque j'en parle de cette situation, de la personne dans un contexte qu'ils ont besoin de je ne sais pas trop quoi, c'est un jugement que je fais immédiatement. Alors, moi, je ne suis pas complètement d'accord justement avec ce que tu dis, mais je voulais donner la parole aussi à Maud, comme ça on vous donne chacun notre avis. Ouais. Oui. Alors, pour moi, il y a une grosse différence entre juger et discerner. Discerner, c'est voir l'impact de quelque chose. Par exemple, alors moi, j'ai souvent des gens qui me contactent parce que j'ai fait 3 vidéos sur le Reiki. L'idée, c'est pas vous êtes une andouille parce que vous faites du Reiki, c'est plutôt discerner ce que vous faites. Et plus le jugement est vite fait, voire même la condamnation. Et si je juge et que je condamne, c'est souvent par un mécanisme de peur pour me protéger. C'est mécanique, hein, c'est vraiment comme ça. Par contre, quand je suis en accueil de ce que je suis bien centrée, il n'y a plus de séparation. Et vraiment, le discernement ne veut pas dire la division. Par exemple, là, récemment, j'ai 2 amies qui font du tarot de Marseille, alors qu'elles sont dans un beau chemin de conscience. Alors, elles me disent, non, ce n'est pas pour la divination, c'est pour le discernement. Je dis, mais tu sais, le tarot de Marseille, c'est satanique, c'est occulte, c'est quelque chose qui va vraiment mettre l'humain, qui ne va pas dans le bon sens de l'humain. Bon, bah ok. Moi, j'ai mon discernement. Je me suis positionnée franchement parce que je ne veux pas faire semblant. Mais ce n'est pas pour autant que je vais me dire, cette personne, je ne veux plus la voir parce qu'elle pratique ça. Et je ne veux pas entrer dans cette séparation. Et là, je suis vraiment en train de découvrir ça en ce moment, que ma confiance en moi a augmenté pour ne pas avoir besoin de tout de suite rejeter pour me protéger. Le discernement, pour moi, c'est conscience, discernement et action juste. Voilà. Je vous remercie pour vos 2 témoignages. Et en fait, ça m'a un peu déstabilisé parce que je ne m'attendais pas du tout à ce que vous partiez l'un comme l'autre sur ces voies-là. Alors, déjà, par rapport à. Je vais essayer de garder le fil de ce que j'avais en moi. Par rapport à ce que tu disais, Tatiana, alors tu disais qu'en fait, dès qu'on parle un petit peu, on est dans le jugement, dès qu'on parle des autres, des situations. Alors, oui, c'est vrai que pour moi, dès qu'on dit à l'autre et qu'on dit tu, c'est-à-dire dès qu'on est en train de parler de l'autre, on est dans le jugement. Effectivement, il n'y a pas de. Et ce qui est logique, puisqu'on est déjà en train de mettre de la comparaison finalement. Ou l'autre exemple de Maud, c'est pareil. Et je comprends bien que tu l'aies fait par amour pour toi, justement, que tu as dit ta vérité. Mais le truc pour moi, c'est que dès que je pense effectivement que l'autre tient ce qu'il fait, bon, bah, ok, il fait ce qu'il veut, mais quand même, je pense que c'est mal, quoi, ou que c'est pas bon, qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. On a tous, bien sûr, ces limites à un moment. Et effectivement, à chaque fois qu'on arrive là-dedans, on est dans le jugement. Et donc, chaque fois, pour moi, en tout cas, ce que je peux faire quelque chose, c'est déjà le constater. Et puis, regarder pourquoi est-ce que j'ai encore besoin de mettre ces critères de comparaison. Parce que souvent, ce qui m'agace un petit peu, c'est que je sais qu'au fond de moi, et je le sens parfois qu'il y a qu'un seul être, justement, qu'on est tous connectés. Alors, il n'y a pas de. Tu parlais d'égalité tout à l'heure au départ. Tatiana au début de l'émission, mais oui, puisque l'esprit créateur, c'est le même, hein, on est tous à l'intérieur, comment est-ce que je mets encore de la comparaison avec les autres? Par moment, je suis obligé de me dire que j'en suis encore là, et qu'en tout cas, c'est important pour moi aussi de le dire, peut-être de me rendre compte, comme tu disais Maud, que voilà, il y a encore des choses, c'est difficile pour moi, et puis en même temps de voir quelle est ma propre protection par rapport à ça. Pourquoi est-ce que je réagis encore? Pourquoi est-ce que je me protège encore de la vérité de l'autre, qui finalement est tout aussi valable que n'importe quelle autre vérité? Parce que c'est ça, je pense, qu'on vit aujourd'hui avec cette crise sanitaire. C'est ça pour moi le challenge. C'est est-ce que je vais imposer ma vérité qui semble pourtant logique, hein, à l'autre, alors que l'autre, lui, il est en train de m'imposer sa vérité et qu'elle ne me plaît pas. Est-ce que je vais faire la même chose ou est-ce qu'au contraire, il y a une autre voie?
David, la manière dont tu utilises le mot vérité ne me parle pas. Moi, je verrais plutôt la notion de… Il va parler de son expérience, de son point de vue. Et pour moi, il n'y en a qu'une de vérité, on est d'accord. Hein, je sais qui je suis, et voilà, c'est dièse. Et, ouais, J'ai dit sa vérité, hein, pas la vérité, ouais, tu as sa dit sa vérité. vérité, moi j'aime ma vérité. Et c'est un mot qu'en psychologie, ils ont beaucoup tordu là-dessus, sur la psychologie contemporaine, en disant chacun sa vérité, de façon à la relativiser. Bon, encore une mouche. De façon à la faire relativiser et quelque part que les gens soient peut-être encore plus perdus. Cette subjectivité de la vérité, pour moi, elle m'embête. Voilà. Oui, oui. Je suis Très bien. d'accord sur les deux parce que on utilise des mots et on utilise des mots encore pour décrire des choses, sa vérité, ma vérité, mais je suis d'accord avec toi, il y a seulement une vérité, alors il faut trouver un autre mot pour essayer de décrire les choses. Je crois qu'effectivement, moi je suis d'accord avec vous deux, bien sûr, là-dessus, hein, mais je crois qu'effectivement, moi quand je parle par exemple de ma vérité, ben, c'est le maximum de ce que je suis capable d'exprimer de moi à un moment donné. Et ma vérité, elle évolue, parce qu'effectivement, demain, je vais aller plus loin. Euh, Par exemple, ma vérité, il y a 20 ans, c'est qu'il fallait que j'aille chez le docteur pour me soigner. Et ma vérité aujourd'hui, c'est que enfin, ma vérité, il y a 10 ans, c'était peut-être que je vais me soigner naturellement, mais ma vérité aujourd'hui, c'est que j'ai peut-être pas besoin de me soigner parce que c'est autre chose. Donc la vérité, ma vérité, elle change, mais c'est en même temps ce que pour moi, je le dirais, c'est ce que je suis capable d'exprimer de plus profond à un instant donné. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre le mot conscience dans ce que tu dis à la place? Moi, j'entends le mot conscience à la Non, place. c'est un peu, c'est vrai, c'est peut-être plus ça. Ouais. Mhm. Oui. Ben, en tout cas, je vous propose ça peut nous donner un sujet d'ailleurs pour une prochaine émission justement par rapport ben, au jugement, à la vérité, à la conscience, à tout ce qui est, et puis aussi à la manière d'exprimer les choses, et puis d'accepter aussi que l'autre puisse voir les choses à sa manière, d'en être où il en est. Et puis, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Est-ce que vous voulez ajouter un petit mot, une conclusion, quelque chose qui vous vient? Je veux dire merci beaucoup, David. Je pense que c'est pour moi, comme j'ai mentionné, puisque je suis si isolée, c'est vraiment magnifique de partager avec vous et je suis vraiment contente d'être capable de continuer de faire ça pour avoir ce contact, de partager. Et je pense que, comme tu as mentionné et Maud aussi, quand on parle personnellement, c'est une vibration très haute qui vient du cœur et ça va toucher des personnes d'une façon que de faire des lectures et de faire des apprentissages ne peut pas toucher. Alors, je pense que ce que tu fais, ce que tu proposes de faire et de continuer de faire est magnifique. Je te remercie beaucoup. Merci à toi, merci de ta participation surtout. C'est une nouvelle aventure. Oui, oui. Oui, c'est une nouvelle aventure. Ça me fait déjà, moi, grand bien. Voilà, pour lâcher ce contrôle, ces apparences, etc. Est-ce que j'ai vraiment envie de témoigner? C'est l'évolution se fait par aspiration. Quand je ressens ça, ça me fait un grand bien, ça me recentre dans mon âme et dans le moment présent. Et ça me donne beaucoup plus de confiance pour le futur. Et parce que mon aspiration, je la sens, elle est immense. C'est vraiment mon âme qui prend sa place. Et je sens que cette aspiration profonde, elle peut vraiment passer par-dessus, j'ai envie de dire, tout le monde du mensonge. Super, merci à tous les deux pour vos témoignages. Ce que je voulais juste ajouter simplement, c'est pour aussi les personnes qui nous regardent, envoyez-nous vos questions, envoyez-nous vos remarques, bien sûr, faites vos commentaires sur les différentes vidéos. Et puis, aussi, certains d'entre vous ont aussi envie de participer, on verra dans quelle mesure c'est possible, mais pour justement, en tant qu'invité, par exemple, pour témoigner de votre conscience, témoigner de comment vous vivez ce chemin
retrouver justement qui je suis, retrouver ma souveraineté intérieure. Je pense que c'est vraiment ce dont on a parlé le plus aujourd'hui et ce qui nous tient vraiment à cœur, parce que finalement, bah, c'est juste qui on est, donc c'est quand même la chose la plus importante dans notre vie. Donc, bah, n'hésitez pas aussi à nous en faire part et qu'on puisse aussi, d'une manière ou d'une autre, vous donner la parole. Voilà, merci Tatiana, merci Maud, et puis bah, à très bientôt pour une nouvelle émission. Bye bye. Bye Bye bye. bye.